Le narcissisme, c'est une folie de la nature humaine. Et au niveau collectif, la culture d'un pays, c'est comme le caractère d'une personne. Et je pense que beaucoup de nos problèmes contemporains sont le résultat de la société française qui sombre dans le narcissisme. La France est en déclin parce qu'on est confronté à un problème culturel. Le narcissisme, ça mène au manque de respect. Et tout le monde en France sait ce que c'est que le manque de respect. Parce qu'à un moment ou à un autre, il y avait pour vous quelque chose d'important qui n'a pas été reconnu comme tel. C'était peut-être un droit, une possession, une opportunité, votre travail, votre joie de vivre, votre bien-être. Quelque chose d'important qui n'a pas été reconnu comme tel. Parce que le narcissisme, le manque de respect, ça consiste à penser que c'est une force de réduire l'importance de ce qui est important pour l'autre. De réduire l'importance de tout. Sauf qu'en réalité, les gens qui n'ont pas de respect pour les autres, ils n'en ont pas non plus pour eux-mêmes. J'ai écrit 2 livres sur le sujet. Le narcissisme et le respect, un livre où j'aborde la problématique du déclin sous l'angle psychologique. Un livre pour comprendre comment fonctionne le schéma de pensée narcissique, pour que vous puissiez le reconnaître la prochaine fois que vous le voyez en action. Un livre aussi pour comprendre comment le respect va nous permettre entre autres de faire de meilleurs choix, et notamment faire de meilleurs choix de société. Et là, j'ai écrit un 2e livre, Travailler moins et gagner plus. Un livre-programme pour sortir de l'emprise de la suradministration et mettre en place une démocratie économique. Le renouveau du contrat social à l'ère de la technologie et de la mondialisation pour qu'on puisse redevenir un pays prospère où il fait bon vivre. Le narcissisme, ça commence avec le mythe de Narcisse. Ce très beau garçon que toutes les filles voulaient, mais qui pourtant ne trouvait pas l'amour, parce qu'il ne rencontrait personne qu'il considérait à sa hauteur. Idéalisation, dévaluation, rejet. Et puis un jour, il voit dans l'eau de la rivière son reflet. Et là, il tombe amoureux de lui-même, de son image. Et on le voit sur les peintures traditionnelles du mythe, à consacrer toute son attention à se regarder dans l'eau. Et il n'arrive pas à lever les yeux pour voir le monde, parce qu'il se considère comme plus intéressant que le monde, comme plus important que la réalité. Au niveau psychologique, on retrouve ce concept avec un schéma de pensée projective. Concrètement, au lieu de regarder la réalité et d'intégrer ce qu'on voit dans son esprit par l'observation, le narcissisme, c'est l'inverse, c'est considérer que ce qui est dans son esprit est plus important que la réalité, et donc ça mène à projeter ce qui est dans son esprit sur la réalité. C'est voir quelque chose et dire ça, c'est ça. Sauf que non, c'est pas ça. C'est voir quelque chose d'autre et dire ça, c'est comme ça et pas autrement. Sauf que pas de chance, c'est autrement. C'est voir quelque chose de grand, pas pouvoir le reconnaître et dire ça, c'est petit. Parfois, au contraire, c'est voir quelque chose et penser que la chose que l'on voit, c'est exactement ce qui est dans son esprit. Donc dire ça, c'est exactement ce que j'ai dans la tête, sauf que finalement, non, c'est pas tout à fait ce qu'on a en tête. On va commencer à trouver des défauts, des problèmes, à réduire le bien qu'on voit, la projection n'est pas à la hauteur, rien n'est à la hauteur, et donc on arrive au rejet. Le narcissisme, c'est voir quelqu'un et dire lui, il est comme ça. Et puis on regarde à nouveau, et finalement, ça, c'est une projection, une dévaluation souvent. Et puis finalement, par l'observation, on se rend compte que non, finalement, c'est plutôt une bonne personne, c'est quelqu'un d'intéressant. Mais le narcissisme, c'est pas pouvoir le reconnaître, et donc c'est la dévaluation et le rejet de l'autre. Le narcissisme, c'est faire ça, donc c'est Narcisse qui fait ça, et ensuite on lui demande, dis donc, si on faisait ça à toi, qu'est-ce que tu penserais? Tu serais d'accord? Ah là, il ne serait pas d'accord. Mais pour lui, faire ça, ça va. Le narcissisme, c'est le rejet de l'autre. C'est le rejet de la réalité. C'est voir quelque chose de bien et dire que c'est mal. Voir quelque chose de mal, dire que c'est bien. C'est le monde à l'envers au point où on n'a pas compris qu'on n'a pas compris. Alors je vais vous montrer ça en pratique. Je vais vous montrer des salaires dans la fonction publique californienne. J'ai eu la chance d'habiter 12 ans dans la Silicon Valley,
regardez les salaires, mais ne réagissez pas tout de suite. Regardez par exemple le salaire d'un chauffeur de bus. Plus de 100 000 € par an pour les mieux payés. Regardez le salaire d'une enseignante à l'école publique. 200 000 € par an pour les mieux payés. Une infirmière à l'hôpital public, plus de 300 000 € par an. Alors face à cette réalité, il y a en gros deux réactions possibles. Ceux qui ont une vision plutôt narcissique de la réalité, ils vont voir ces salaires. Ils savent que c'est bien parce qu'eux aimeraient bien gagner autant. Ils savent que si en France on avait des gens qui faisaient ce genre de métier et qui gagnaient autant, on aurait en gros résolu la problématique du déclin et de la baisse du pouvoir d'achat. Donc ils savent que c'est bien. Ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas la reconnaissance. Ils ne vont pas pouvoir reconnaître ces salaires comme bien, comme intéressants. Et donc ils vont aller chercher le mauvais dans le bon. Ils vont commencer à projeter. Ils vont dire, oui, mais en Californie, il y a de la pauvreté, j'en ai vu à la télé. Oui, c'est vrai, en Californie, il y a de la pauvreté. En France aussi, d'ailleurs, sauf que nous, on a la pauvreté sans cette prospérité. Oui, mais en Californie, il y a des SDF. Oui, il y a des SDF en Californie. D'ailleurs, proportionnellement, autant qu'en France. Oui, mais en Californie, le coût de la vie n'est pas le même. Ah bah ça, c'est sûr. Plus le développement économique avance, plus le coût de la vie augmente. Mais ce qui compte, c'est pas le coût de la vie, ni plus les salaires. Ce qui compte, c'est le reste à vivre à la fin du mois. Et comme vous le voyez avec ce genre de salaire, si le reste à vivre à la fin du mois, pour la plupart des gens, c'est 2-3 000 €, voire plus, eh bien, c'est plus qu'en France. Oui, mais en Californie, il n'y a pas de sécu. Mais en fait, il y a des assurances médicales privées. Pour plus de 90% des gens, ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai qu'eux aussi ont leurs problèmes. Notamment le problème de l'assurance médicale privée. Mais vous voyez, avec le narcissisme, on est constamment en train de chercher le mauvais dans le bon. On est constamment en train de chercher ce qui pourrait dévaluer la réalité. Au contraire, ceux qui ont une vision plutôt respectueuse de la réalité, ils vont voir ces salaires et presque instinctivement se demander comment ils font. Vous voyez, là, il y a une ouverture d'esprit, une envie de comprendre le monde, une curiosité intellectuelle. C'est ça le respect. Alors bien sûr, l'idée, ce n'est pas de culpabiliser ou de stigmatiser qui que ce soit. L'idée, c'est de prendre conscience que la façon dont on voit le monde, la vision du monde, eh bien, ça mène à différents types de choix. D'un côté, on va chercher à dévaluer la réalité. De l'autre, on va s'intéresser à la réalité. Oui, le monde n'est pas parfait, il y a toujours des problèmes, des défauts, des choses qui peuvent rabaisser la valeur de chaque chose, mais il y a aussi du bon. Et reconnaître le bon, eh bien, ça permet de s'intéresser à la réalité pour se demander comment ils ont fait. Alors concrètement, la Californie, en l'espace d'une 60aine d'années, la Californie est passée d'une économie agricole à une économie tournée autour de la technologie. Et ils ont construit cette fontaine de prospérité. Google, une entreprise que tout le monde connaît, mais qui il y a 25 ans n'existait pas et est partie de rien, eh bien aujourd'hui Google c'est une entreprise qui réalise environ 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Un très grand chiffre, environ 10% du PIB de la France. Mais Google, c'est qu'une entreprise. Apple, c'est encore plus grand. Et il y a des dizaines d'entreprises qui réalisent des dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Et plein d'autres entreprises de technologie qui sont cotées en bourse sur le Nasdaq. C'est ça la fontaine de prospérité technologique. Et nous, on passe à côté de ça. Nous, ces 30 dernières années, qu'est-ce qu'on a fait avec la technologie ? Eh bien, on a créé la French Tech. La French Tech, en 2020, c'est un écosystème d'environ 657 startups qui faisaient un chiffre d'affaires de presque 7 milliards d'euros par an. Et en 2021, 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, 20% de croissance, c'est bien certes, mais vous constatez l'écart entre la fontaine de prospérité technologique qui n'existait pas il y a 30, 40, 50 ans et ce que nous, on a fait entre-temps en France. Nous, en France, on avait très bien compris comment marchait au XXe siècle l'économie de l'industrie et des services, mais on est en train de passer à côté de la technologie et de toute la prospérité technologique sans même s'en rendre compte. En Californie, il n'y a pas de suradministration. La suradministration économique, c'est l'intervention de l'État au-delà du rôle réglementaire. Vous pouvez regarder la vidéo sur le chômage et voir comment fonctionne un marché de l'emploi désadministré. Un fonctionnement au bon vouloir des partis, un marché de l'emploi qui marche, qui crée ce genre de prospérité,
mais bien sûr, qui est différent de nos dogmes, de nos habitudes. Et donc qui mérite de s'y intéresser et se demander, bah tiens, ça marche. Peut-être que nous aussi, on peut faire quelque chose comme ça. En Californie, il n'y a pas de suradministration du financement de l'entrepreneuriat. Concrètement, il n'y a pas cette idée d'aller voir une administration avec son business plan et ses projections pour obtenir du financement pour lancer une start-up. Et pourtant, ça marche puisqu'ils ont construit la Silicon Valley. En Californie, il n'y a même pas de ministère de l'économie. Non, vous pouvez regarder, il y a des organismes réglementaires, mais il n'y a pas le concept d'une élite qui dirige et qui pilote l'économie avec des dispositifs, des plans de relance. Nous, en France, on est dirigé par une élite. Les premiers de la classe des plus grandes écoles, et pourtant c'est le déclin, c'est bizarre. Ben, je vais vous expliquer pourquoi. Nous, en France, on est issus d'une culture de Descartes, d'une culture rationnelle. Et on pense que par le raisonnement, c'est possible de tout analyser, tout comprendre, tout prévoir, tout savoir. Et avec les certitudes, avec la connaissance, on peut décider. Et parfois c'est vrai. Parfois l'expert, celui qui sait, va apporter la certitude et on va pouvoir avancer dans la certitude, dans la sérénité, de la sécurité. Mais parfois ce n'est pas possible de tout savoir par le raisonnement. Parfois, il y a besoin de prendre des décisions et d'agir dans l'incertitude. Et c'est là qu'il y a une autre approche, issue de la culture anglo-saxonne, l'approche empirique. Au lieu d'atteindre la connaissance par le raisonnement, on atteint la connaissance par l'expérience. On teste, on tente, on essaye. On regarde si ça marche, on reconnaît quand ça marche, et on continue. Quand ça ne marche pas, on reconnaît que ça ne marche pas, et on s'adapte. Et vous voyez que là, il y a deux mondes. Par exemple, lorsqu'il y a besoin de recruter quelqu'un, il n'y a pas vraiment moyen de savoir quelle va être la meilleure recrue. Alors parfois on peut se fier à l'expert et on va avoir une idée générale, mais plus les postes dépendent de compétences qui ne sont pas forcément des compétences techniques, plus c'est difficile de faire le bon choix de recrutement. Et c'est pour ça qu'un marché de l'emploi qui fonctionne au bon vouloir des parties, eh bien, ça permet de créer des opportunités d'affaires, de créer des opportunités de carrière. L'approche empirique, ça sert aussi lorsqu'il y a besoin d'investir, lorsqu'il n'y a pas de certitude. Alors là encore, on peut choisir d'investir par l'approche rationnelle. Dans l'immobilier, par exemple. L'immobilier, c'est de la pierre, donc il y a beaucoup de certitudes, c'est relativement sûr. Et donc on peut faire des investissements immobiliers de manière rationnelle. Mais investir dans des startups technologiques, là, il n'y a pas moyen de savoir d'avance ce qui va marcher et ce qui ne marchera pas. Si on investit par l'approche rationnelle, où on pense que c'est possible par le raisonnement de savoir par avance si une start-up va marcher, eh bien on a la French Tech. Tous les experts en investissement de start-up, qu'est-ce que ça a donné? L'approche empirique, c'est l'approche où on tente, on essaye. Et la Silicon Valley s'est construite avec des investisseurs et des investissements où le taux d'échec est proche de 90%. J'imaginez 90% de taux d'échec, ils ont construit la Silicon Valley. Alors les narcissiques vont dire « Oh, c'est dingue ça !» Ben non, ce qui est dingue, c'est de faire l'inverse. C'est pas parce qu'on est rationnel qu'on est intelligent. Le narcissisme, c'est pas un problème de raisonnement, c'est un problème de vision. C'est les hypothèses qui sont mal adaptées, c'est les finalités, on ne voit pas les finalités qu'on poursuit, c'est l'aveuglement. Le raisonnement est bon, mais les hypothèses d'entrée et les finalités de sortie ne sont pas bonnes. En Californie, j'avais monté une start-up. Et comme en Californie, il n'y a pas d'administration où on peut lever du financement, la seule façon de lever du financement pour monter une start-up, c'est auprès de particuliers. La Californie, c'est des gens qui se passent des sous, qui s'entraident à réussir. J'avais levé 985 000 $ auprès de 65 investisseurs en 80 pitchs. Regardez les chèques que j'ai levés en 2 jours. 6 000 $, 6 000 $. Des chèques au nom de ma start-up Krillix. 10 000 $, 10 000 $, 10 000 $, 15 000 $ en 2 jours. Des gens qui écoutent un business plan, qui écoutent une proposition d'investissement et qui investissent au respect du potentiel.
Reconnaître que tiens, ça c'est un bon projet, ça peut marcher, c'est possible. Le respect. Mais vous imaginez en France, si vous allez dans des cafés, dans des restos, vous commencez à parler aux gens et leur demander s'ils peuvent investir, s'ils peuvent écouter pour un pitch et sortir des sous. Alors en effet, il y a en France des gens qui ont les moyens de sortir 10 ou 20 000 euros pour une soirée par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le respect pour aller écouter un projet d'un autre et de sortir un chèque. Vous imaginez un mari un soir qui rentre et qui dit « Chérie, j'ai rencontré quelqu'un, il était intéressant et je lui ai passé 20 000 euros. » Comment? T'as passé 20 000 euros à quelqu'un que tu ne connais pas? Ben, toi non plus tu ne le connais pas. Le narcissisme, c'est le rejet de l'autre, mais pas de tous les autres. Si l'autre, il est issu du même milieu, il fait à peu près le même métier, il a les mêmes dogmes, les mêmes habitudes, les mêmes idées, si l'autre, il est pareil, s'il n'y a rien à respecter, rien à reconnaître, ben ça va, c'est quelqu'un de bien. Et ainsi, les narcissiques, ils s'assemblent souvent dans des clans, des réseaux, des gangs, des communautés, où tout le monde est assez semblable, une très grande homogénéité, tout le monde est pareil, mais bon, où tout le monde se considère un peu au-dessus des autres, sans que ça remette en cause la supériorité de quiconque, tout un art. Et pas question d'arriver avec une ambition qui remettrait en cause la supériorité de l'autre, et pas arriver avec une demande qui créerait une exaspération. Donc là, ça va, il n'y a pas de rejet. Si l'autre, il est en dessous, si c'est un obligé, quelqu'un qu'on maintient sous emprise, qui permet d'affirmer, de mettre en lumière sa supériorité, là ça va, il n'y a pas de rejet non plus. Bon, il y a une exaspération à la longue, mais ça va. Mais si l'autre, il n'est pas pareil, s'il est différent, s'il a d'autres idées, s'il veut entreprendre, réussir, faire quelque chose, si ça risque de remettre en cause les certitudes, les dogmes de quiconque, alors là, toutes les solutions narcissiques vont se mettre en place. Le narcissisme, c'est la constante remise en cause de l'intégrité de l'autre. C'est voir l'autre, mais pas pouvoir reconnaître que c'est peut-être quelqu'un de bien, quelqu'un d'intéressant. Et donc se dire que derrière, en projetant, il doit forcément y avoir quelque chose. Alors que non, pas forcément. Le narcissisme, c'est la constante remise en cause de la légitimité de l'autre. Se demander, mais pour qui il se prend lui? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu as lu ce livre? Comment tu sais ci? Comment tu sais ça? Est-ce que tu sais? Le narcissisme, c'est juger et condamner les autres sur leurs défauts, mais s'attendre à être estimé pour ses qualités. C'est se définir avec les plus grandes valeurs morales, philosophiques, théologiques, civiques, et puis au moment où ça compte, au moment de la pratique, les renier et choisir l'hypocrisie. Le narcissisme, c'est être pour l'entraide, pour la solidarité, tant qu'il n'y a pas besoin de sortir dessous. Ou alors, grand spécialiste de l'aide qui n'aide pas, vous avez besoin d'un litre de sang, il vous donne un litre de jus d'orange, et en plus, il faut dire merci, et eux s'en servent pour montrer aux autres qu'ils sont généreux. Le narcissisme, ça mène au monde à l'envers, ça mène au rejet de l'autre. Sauf qu'en réalité, les gens qui n'ont pas de respect, pour les autres, ils n'en ont pas non plus pour eux-mêmes. Mais ils ne le voient pas parce que le narcissisme, c'est l'aveuglement. Mais ça se voit à la considération, à l'importance qu'ils accordent à ce qui est important pour eux. Par exemple, leurs études, leur carrière, leur potentiel, leurs relations, leur santé. Tout ce qui est important pour les autres, les narcissiques qui n'accordent pas d'importance, et tout ce qui est important pour eux, ben ils font pareil. Et nous, au niveau collectif, on n'a pas les GAFAM, on n'a pas toute la prospérité technologique, parce qu'on n'a jamais pu lancer le genre d'entreprise qui crée ce genre de prospérité technologique. Culturellement, on a du mal à respecter la réussite individuelle, et encore plus l'ambition. Et ainsi, le narcissisme amène à penser que c'est une force de casser la réussite de l'autre, par la jalousie. Voir quelque chose, savoir que c'est bien parce que la personne jalouse aimerait bien le faire, mais comme c'est l'autre qui le fait, elle a envie de casser, parce qu'elle pense que c'est une force de casser l'ambition de l'autre. Le narcissisme, c'est toutes sortes de solutions narcissiques qui mènent à vouloir casser, empêcher, bloquer, rabaisser, saboter. Et pour quel résultat?
Le résultat, c'est le déclin. Un vivre ensemble fait de relations perdant-perdant. La politesse, la gentillesse quand ça compte pas, et quand ça compte, le but du jeu, c'est de faire perdre l'autre. Et ça ne concerne pas uniquement les entrepreneurs qui, ces 30 dernières années, ont voulu faire de la technologie à très grande échelle. Ça nous concerne tous. Une opportunité d'embauche peut-être, une promotion méritée, pas accordée. Peut-être que c'était un droit, une possession, pas respectée. Parce que la France est confrontée à un problème culturel, le narcissisme, le sens de supériorité sur l'autre. Et ça n'a rien à voir avec une bonne estime de soi, se dire qu'on peut se lancer, qu'on peut entreprendre, que ça va marcher, qu'on peut gagner. Non, au contraire. Le narcissisme, ça vise à compenser une faible estime de soi. Avoir besoin de bloquer l'autre pour se sentir fort, avoir besoin de voir l'autre comme inférieur à soi pour se sentir bien. C'est ce jeu psychologique qui consiste à montrer et à démontrer que l'autre n'est pas à la hauteur. Et la prochaine fois que vous serez en conversation, en discussion, demandez-vous si la conversation ne tourne pas autour de ce jeu psychologique qui consiste à montrer que l'autre n'est pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Mais on peut s'en sortir. On vit sur les acquis du XXe siècle. Sur la mondialisation, la technologie, on passe à côté, mais on peut s'en sortir parce qu'on peut s'adapter. On peut regarder le monde et se dire, tiens, il y a des gens qui ont compris quelque chose que nous, on n'a pas compris. Et on peut mettre en place un nouveau projet de société. On peut prospérer. Et le renouveau du contrat social que je propose, c'est justement s'entraider à réussir pour qu'on puisse tous gagner. Gagner plus. Alors bien sûr, les narcissiques, du haut de leur misère, ils vont dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais moi, je vous dis que c'est le bonheur qui fait l'argent et que le narcissisme mène au malheur, au déclin. Mais on peut s'en sortir. Parce qu'il y a une partie saine qui reconnaît le problème, qui sait qu'il y a un problème. Et on peut mettre en place une réflexion politique, développer un nouveau projet de société pour qu'on puisse tous travailler moins et gagner plus. C'est possible. Je m'appelle Sylvain Courcou. Merci beaucoup. Bonjour. Hein? Ah, vous pouvez venir voir, oui, oui.